Vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Nous venons de recevoir Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle. François Bayrou ayant décliné notre invitation, je suis heureux d'accueillir maintenant celui qui sera aujourd'hui, qui fera office de son porte-parole, Jean-Luc Benamias, vice-président du MoDem, député européen. Monsieur Benamias, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité, donc Laurent de Boissieu, le quotidien de la Croix, bonjour. Louis Defresne pour Radio Notre-Dame, bonjour. Et Romain Mazenot pour le réseau de radio chrétienne RCF. Bonjour. Alors, pour cette émission spéciale présidentielle qui se poursuit donc avec vous, nous avons choisi quelques thèmes significatifs pour mieux cerner la politique que François Bayrou entend mener s'il est élu, et de même que nous avions fait avec Monsieur Cheminade, nous verrons aussi quelle vision de la société votre candidat François Bayrou porte. Alors commençons par la politique et le positionnement qu'entend occuper François Bayrou dans son programme. On sait bien, c'est clair depuis longtemps pour lui, François Bayrou se positionne au centre. Alors, il dit qu'il compte former un gouvernement d'union nationale. Il est difficile aujourd'hui, Jean-Luc Benamias, d'éviter cette question. Comment compte-t-il former un gouvernement d'union nationale? Avec qui? Avec quelle majorité? Bien. Axe central. Crise au pluriel dans l'ensemble, et en France, et dans l'ensemble du monde. Et on voit que la crise est très loin d'être terminée, contrairement à ce que pourraient nous raconter Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont oublié complètement ce passage-là dans la vie politique française et mondiale. Demande une réponse conséquente et donc un effort conséquent de l'ensemble de nos concitoyens. Ce qui nous pousse à aller vers, au-delà de l'axe central, vers un gouvernement de rassemblement. Un gouvernement de rassemblement volontaire. Pas comme ce qui se passe en Grèce où ça a été imposé, pas comme ce qui se passe en Italie où ça a été imposé, mais volontaire. Et donc forcément, dans l'axe central, avec qui on gouverne? Des démocrates, des humanistes. Où y en a-t-il? Autour de François Bayrou, évidemment, c'est l'axe central. Mais dans la droite française, la droite démocratique, dans la gauche démocratique, il existe des personnalités, des gens qui sont à même de faire ce gouvernement de rassemblement. Alors, je vais aller même plus loin. Surtout qu'avec le décès hier d'un grand résistant, Monsieur Aubrac, on peut reparler de ce qui était le Conseil national de la résistance, qui s'est formé après une guerre difficile. Dans des circonstances exceptionnelles. Tout à fait. Alors, toute proportion gardée. La situation de crise au pluriel dans laquelle nous sommes est une situation de guerre. Et dans cette situation-là, la seule réponse possible, par rapport à ce qui va nous arriver le 8 mai, le 10 mai, c'est-à-dire le FMI n'a pas disparu, la Banque Centrale Européenne n'a pas disparu, la Troïka européenne n'a pas disparu, les dettes de la France, le commerce extérieur où il y a un gouffre extrêmement important, plus de 70 milliards, tout ça n'a pas disparu. Et donc comment on fait pour donner de l'espérance et à nos concitoyens et donner une espèce de rapport de force global et en France et dans le monde en disant écoutez voilà, la France est prise au sérieux, le gouvernement français est pris au sérieux, son président est pris au sérieux et ce gouvernement d'union nationale ou d'esprit d'union nationale doit pouvoir exister parce que c'est une vraie réponse aux crises telles que nous les vivons. Louis Defresne, Radio Notre-Dame. En quoi François Bayrou serait-il en position de force pour animer ce gouvernement d'union nationale? Est-ce que des forces politiques déjà importantes, constituées, qui ont une base assez large et qui relèvent du clivage droite-gauche, ne sont pas beaucoup mieux armées pour affronter l'adversité? Mais il le serait s'il défendait la même chose, je suis d'accord avec vous. Ils ne le défendent pas. Chacun est dans son camp, poussé par ses extrêmes, hein, tout le monde le voit bien. Du côté François Hollande, poussé par le Front de gauche, du côté Nicolas Sarkozy, poussé par le Front National. Donc dans les extrêmes, ça ne fait pas un gouvernement d'union, ça ne donne pas un rapport de force. Ça donne d'ailleurs des gouvernements potentiels extrêmement minoritaires dans le pays en termes de nombre de voix, si vous regardez les différents sondages. En quoi François Bayrou est le meilleur par rapport à cela? Il est à l'équilibre. Et donc dans une espèce d'axe central. Dans ce cadre-là, il est en capacité de voir sans débauchage avec des personnalités ici ou là. J'en cite, moi. Lui, il ne peut pas le faire. Moi, je peux le faire. Qu'est-ce qui ne permettrait pas dans notre pays d'avoir un Bruno Le Maire et un Pierre Moscovici dans le même gouvernement? Une Chantal Joanneau, une Najat Belkacem. Comme ça, un Manuel Valls et un Michel Barnier. Qu'est-ce qui empêcherait? Si on demande à nos concitoyens, s'ils sont d'accord avec ça, ils vont être 70% à dire mais évidemment, on a besoin d'un gouvernement des meilleurs, de ceux qui sont et démocrates et humanistes. Évidemment, je n'oublie pas dans ce gouvernement qu'il y aurait un certain nombre de personnalités issues de la campagne de François Bayrou.
Laurent de Boissieu-Lacroix. Sur le fond, on voit très bien la cohérence qu'aurait un tel gouvernement, mais très concrètement, il y a une élection présidentielle avec 2 tours. Un second tour, François Bayrou, contrairement à 2007, a des chances assez minimes d'être présent. Est-ce que vous, Jean-Luc Benamias, parce que vous êtes là, mais d'autres personnes au MoDem sont également concernées, seriez prêt à voter Nicolas Sarkozy si tel était le choix de François Bayrou? Une question précise. En ce qui concerne François Bayrou, il vous l'a dit, il l'a encore répété, il le répète tous les jours, il considère que les jeux ne sont pas faits, que le deuxième tour est encore possible. C'est lui qui dirige, c'est lui qui est le candidat présidentiel, suivons, ok. Il nous reste maintenant 12 jours avant d'atteindre tout cela. En ce qui me concerne, par rapport au second tour, si François Bayrou n'y est pas, une majorité nouvelle et une majorité large ne peut pas se construire avec le président sortant. J'ai cité des noms. Issus du président de Bruno Le Maire, Michel Barnier, sont des gens qui sont issus de cette tendance, de cette sensibilité. Mais avec le président sortant, c'est totalement impossible. Mais des centristes se sont ralliés par vagues successives, un certain nombre de centristes à Nicolas Sarkozy. François Bayrou, oui, vous avez remarqué? Pardon? À François Bayrou, oui. À Nicolas Sarkozy aussi, des centristes. Certes, ceux qui étaient déjà avec lui, mais un certain nombre d'autres qui étaient avec Nicolas Sarkozy ne le sont plus. Je ne vais pas tous vous les citer, mais Mme Hydrac, Mme Versini, M. Arthuis, M. Douste-Blazy, puis il y en a un certain nombre d'autres, un certain nombre de ce qu'on appelle, dans un jargon très ancien, les gaullistes de progrès, qui rejoignent François Bayrou. Donc, clairement, si on me demande mon avis par rapport à cela, moi je dis, une majorité nouvelle se fait avec des gens évidemment issus des oppositions démocratiques et humanistes, et avec un certain nombre de gens sans débauchage, qui, vu l'énormité, le côté crise, mais tellement évident dans lequel nous sommes, quand on regarde la situation de l'Espagne ces derniers jours, enfin, moins 17% de budget de l'État en Espagne, c'est à côté l'Espagne, ça vient de changer de gouvernement. François Bayrou ne propose que moins 2%. Déjà, par rapport aux autres, c'est énorme, les autres proposent des augmentations budgétaires. Donc, dans ce cadre-là, sans débauchage aucun, un certain nombre de gens, si François Bayrou était au second tour et était élu président de la République, il y aurait une demande, à mon avis, de sa part, qui serait de comment on fait, gouvernement, allez, à l'instar de ce qui s'est fait à la fin de la guerre de 39-45. Je prolonge la question de Laurent de Boissieu. Si François Bayrou, n'étant pas qualifié pour le second tour, ne se prononce pas entre les 2 tours, est-ce que ça veut dire qu'aucun de ses soutiens ne se prononcera, ou il y aura quand même écoutez, je veux bien répondre à cette différents? question. Je veux bien répondre à cette question-là, mais d'abord la réponse, vous l'aurez très très rapidement dès le dimanche soir ou dès le lundi matin. Je participerai, s'il y a majorité nouvelle, je serai amené à voir comment nous pouvons y participer. Voilà, pour l'instant, les jeux ne sont pas encore, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Le niveau qu'on doit atteindre avec François Bayrou, c'est, comme il le dit lui-même, écoutez, il reste 10 jours pour convaincre. Le sujet important de comment on résout la crise de l'emploi, comment on résout la crise de la pauvreté dans ce pays, plus de 10 millions de pauvres dans ce pays, et donc comment, pour se donner des marges, on s'applique à ne pas dépenser plus et à rembourser en partie la dette et à donc se dégager des marges dans les 2 ou 3 ans, je crois que c'est le sujet central. Il commence à arriver dans la campagne, tardivement, mais il commence à arriver. Qui le porte mieux que François Bayrou? Je ne vois pas. Nicolas Sarkozy dépense plus et François Hollande dépense encore plus. Et je ne parle pas de ceux qui sont à côté, comme Mme Marine Le Pen ou M. Jean-Luc Mélenchon, qui eux alors dépensent à tout va. Pardon, je voulais une précision. Donc ça veut dire qu'une majorité nouvelle ne peut pas être construite autour de Nicolas Sarkozy. Oui. Est-ce qu'elle peut l'être autour de François Hollande? Qui dépense encore mais plus. Ça dépend plus de nous après, ça dépend de lui. Ça dépend. Est-ce qu'un François Hollande se mettra en capacité de faire autre chose qu'une reconstruction de la vieille union de la gauche? Et pourtant vous dites que François Hollande dépenserait encore plus que Nicolas Sarkozy, et c'est pour vous un point essentiel. Donc vous semblez plus proche de Nicolas Sarkozy que de François Hollande. Je vais vous faire du François Bayrou dans le texte. Ils ne le feront pas. Ils ont beau mentir et faire mensonge sur mensonge aux Français. Nicolas Sarkozy a encore inventé hier qu'il n'augmenterait pas les impôts. C'est impossible de ne pas augmenter les impôts, en tous les cas, en justice sociale, hein, mais de ne pas augmenter les impôts des classes moyennes supérieures, des personnes les plus riches du pays. C'est impossible de ne pas toucher à la TVA. Je n'appelle pas ça TVA sociale, j'appelle ça TVA, c'est impossible. Il faudra faire des rentrées. Ceux qui expliquent, notamment comme François Hollande, qu'ils vont arrêter le prix de l'essence et baisser le prix de l'essence, sont là aussi des menteurs. C'est impossible. Il faut que des finances rentrent dans le budget de l'État. Donc dans ce cadre-là, ce sera celui qui sera au second tour pour une majorité nouvelle, si c'est le cas de François Hollande, de répondre en disant « Attendez, maintenant je vais vous dire la vérité ».
Romain Mazano, RCF. Alors imaginons que François Bayrou est élu président de la République. Quelle est sa conception de la répartition des rôles entre président et Premier ministre? Est-ce qu'il revient à une conception plus traditionnelle où le chef du gouvernement a un rôle important, ou est-ce que ça reste un exécutant, le premier exécutant? Là, on a eu un mauvais exemple depuis 5 ans où le gouvernement a disparu, où quand je cite, quand je suis en réunion publique, quand je cite des ministres, je suis obligé de rappeler de quoi ils sont ministres, et encore, il faut que moi-même je m'en rappelle. Parce qu'en 2007, François Bayrou disait que le Premier ministre devait être relégué au rang de premier des ministres. C'est un petit peu ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Donc, non, il a éliminé totalement, et c'est pas premier des ministres. Vous voyez bien que M. Fillon a disparu de la campagne électorale, il est juste en train d'essayer d'y revenir un tout petit peu, mais il a disparu totalement. Non, il aura une conception très républicaine et très 5e République. C'est le gouvernement qui gouverne. Je l'ai entendu, François Bayrou, répondre à des interviews il n'y a pas si longtemps, c'était dans la presse écrite, mais j'étais là, sur le côté, quand on lui posait une question, et vous ferez quoi précisément par rapport à la recherche et tout ça, il disait attendez, ça va être le rôle précisément, dans la précision totale, c'est le rôle du gouvernement et du ministre qui sera en charge de tel ou tel domaine, de définir à un moment donné, évidemment avec le président de la République et le gouvernement, quelles sont les décisions précises qui seront prises dans les 6 mois. Laurent de Boissieu, Lacroix. François Bayrou est pour augmenter la part des énergies renouvelables dans le socle énergétique français, dans les dépenses énergétiques. Est-ce qu'il a tranché la question du nucléaire qui a longtemps fait débat au sein du MoDem, et il a tranché à sa façon. Qui n'est pas la vôtre, peut-être? Pas complètement la mienne, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais vous dire pourquoi. Là où il a tranché, on est d'accord, c'est que l'énergie nucléaire est une énergie de transition. Vous voyez, c'est déjà c'est bien l'énergie d'avenir, l'énergie de transition. La question est évidemment quelle est la durée de la transition. Eh bien, si quelqu'un savait dans le pays quelle était la durée de la transition, qu'il soit écologiste ou autre, ben ça se saurait, personne ne le sait. Alors est-ce que c'est à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Est-ce qu'on aura une part d'énergie nucléaire à jamais dans la programmation et dans le mix énergétique dont il nous faut, dont nous avons besoin? On n'en sait rien. En tous les cas, énergie de transition veut bien dire François Bayrou, mais arrête la transition quand? Justement, c'est ce que je vous dis, il n'en fait strictement rien, on verra ça. Il s'applique, en tous les cas, à dire que l'autorité de sûreté nucléaire, celle qui dirige l'ensemble de la façon de maintenance, de dire comment ça marche ou ça ne marche pas, il remettra encore plus d'indépendance, qu'il en a déjà, il y en a déjà, mais pas assez, plus d'indépendance pour l'autorité. Et il s'appliquera, c'est ce qu'il dit, à voir avec l'autorité de sûreté nucléaire, quels sont les réacteurs que nous devrons fermer. Moi, de mon point de vue, Fessenheim devra fermer, et très vite, Tricastin doit fermer. Tricastin, c'est sur la vallée du Rhône. Clairement. Après ça, combien on en laisse? À quel terme? Quel est le mix énergétique dont nous avons besoin global? Et ce que nous disons par rapport aux énergies renouvelables, on ne s'arrête pas à l'éolien, on ne s'arrête pas au solaire thermique ou au solaire photovoltaïque. Il existe avec les filières marines, absolument, le monde marin dans lequel nous sommes la deuxième puissance marine dans le monde, après les États-Unis. Il existe des solutions, notamment l'hydrolien, utiliser les courants marins par des éoliennes sous-marines. Il existe la filière bois, qu'il faudrait relancer. On a eu ça dernièrement, enfin c'est revenu sur le tapis. Il existe la filière d'utilisation d'huile végétale de proximité par rapport à l'aménagement du territoire. Je pourrais vous faire, on pourrait y passer beaucoup de temps. Une dernière question sur cette première partie, celle de Louis Dauphren. Justement, sur la filière bois, il y a une concurrence très forte qui est appliquée, qui vient de Chine, par exemple. C'est incroyable. Quelle réponse avez-vous? La filière bois s'est inquiétée précisément de l'émergence de c'est incroyable. De cette pression-là. Mais qu'est-ce que ferait François Bayrou? Mais on relancerait l'ensemble, produire en France. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Produire sur le terrain, produire dans la proximité. Et vous taxerez les bois importés je crois qu'à un moment donné, la question posée d'avoir une Union européenne qui se donne des réglementations extrêmement strictes au niveau technologique, au niveau scientifique, au niveau des puissances de l'industrie chimique et tout ça, à un moment donné, on ne peut pas avoir à la fois des énormes réglementations strictes par rapport au travail des enfants, je peux en rajouter, et ne pas faire et laisser rentrer toutes les productions qui sont faites par des enfants de moins de 12 ans, qui sont faites avec des produits sanitaires absolument non contrôlés, c'est impossible. C'est du protectionnisme comme le propose ça veut dire on n'est pas obligé d'être stupide à un moment donné, et ça c'était la grosse l'une des énormes difficultés, mais où là aussi François Bayrou serait peut-être le meilleur, et sans doute le meilleur. Faire comprendre aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à un moment donné, parce que comme il est issu d'un courant qui n'est pas le courant progressiste historique, François Bayrou, travailler avec jamais il n'y aura, et heureusement, sur 28 pays de l'Union européenne, les mêmes courants représentés à 28. Donc il faut bien travailler avec des courants politiques, démocratiques différents. François est assez bien placé pour ça. Ce sera un des éléments, vraiment, de revenir à un moment donné sur arrêtons d'avoir une Union européenne qui se donne des règles
extrêmement strict et qui laisse rentrer toutes les productions sans réglementation stricte. C'est impossible. C'est une illusion totale. Nous sommes une espèce, l'Union européenne aujourd'hui par rapport aux marchandises et au marché, est une espèce de boulevard sans frontières. Alors il y a d'autres questions de société sur le programme de François Bayrou, mais je vous propose une courte respiration, Jean-Luc Benamias. Merci. Notre invité aujourd'hui est Jean-Luc Benamias, vice-président du MoDem et qui est aujourd'hui le porte-parole, en tout cas dans cette émission, de François Bayrou, candidat à l'élection présidentielle. Alors il est interrogé par Laurent Deboissieu de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Alors je voudrais que l'on parle un peu dans ces questions de société, notamment celles relatives à l'éducation qui sont chères à François Bayrou. Il dit qu'il veut consacrer 50% du temps à l'étude du français à l'école primaire. Alors, est-ce que ça veut dire que, conscient des difficultés qui se retrouvent dans les constats faits dans l'école en France, cette exigence de maîtriser clairement le français, elle devrait être donc faite à l'entrée en 6e? Ça veut dire qu'il faudrait en quelque sorte une évaluation sévère, quitte à parler même de sélection entre le passage du primaire au secondaire par rapport à la maîtrise de l'écriture et de la lecture? Oui, le calcul, n'oubliez pas, il y tient beaucoup aussi. Ce n'est pas une sélection. C'est de mettre les moyens nécessaires dans les quartiers en difficulté, dans les cités en difficulté, dans les écoles où il y a plein de gamins en difficulté pour que, à l'arrivée avant la 6e, on ne se retrouve pas dans les difficultés dans lesquelles on est aujourd'hui. La situation, pourquoi cette précision? La situation dans nos collèges aujourd'hui, dans près de 80% de nos collèges, est une situation ahurissante. Les enseignants ne savent plus comment faire, le personnel ne sait plus comment faire, hors personnel éducatif. Donc on a bien une situation où on doit mettre tous les moyens dès la primaire pour éviter qu'il y ait des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de gamins ou de gamines qui se retrouvent exclus du système et qui arrivent, qui continuent comme ça dans le système avec le sentiment le non-sentiment d'ailleurs d'être intégrés dans la société. Ça donne des dégâts considérables et donc s'occuper précisément dès la primaire de voir comment on met les éducateurs nécessaires, les aides aux enseignants nécessaires pour que pas un gamin ne sorte sans savoir lire et écrire, ça me paraît, et calculer, ça me paraît plus que logique. Romain Masneau, RCF. Une question sur la dépendance. Nicolas Sarkozy et François Hollande promettent tous les deux de relever le montant des aides aux personnes âgées. François Hollande promet ni plus ni moins que de doubler le plafond actuel de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Que propose François Bayrou en la matière et comment ce sera financé? Oui, ben voilà, c'est bien pour ça que vous avez donné la réponse. Tant que nous n'aurons pas redresser les comptes publics, tant que nous n'aurons pas pris ces décisions-là, François Bayrou ne fait aucune promesse financière. Donc il n'a pas besoin de le calculer, il n'en fait aucune. Bien évidemment que c'est absolument nécessaire. Je vous parlais tout à l'heure des 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le pays. Il y a une grande nécessité d'arrêter tout cela. Il y a une grande nécessité de faire que, année après année, il y ait moins de repas servis par les Restos du Cœur. C'est absolument ahurissant. Tout ça, banque alimentaire, Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, enfin, tous ceux qui s'occupent de la pauvreté, qui sont d'ailleurs devenus, je vous le dis, un véritable service public dans le pays. Parce qu'il s'il n'y avait pas cela, on aurait de terribles malheurs. Il y aurait quasiment de la famine dans notre pays. Incroyable. Donc, aucune promesse de ce genre. Dès qu'on pourra dégager des sommes nécessaires par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à la pauvreté, par rapport à la dépendance, on le fera. Et ça s'appelle de la justice sociale. Mais tant qu'on n'a pas dégagé ces ressources nécessaires, tant qu'on n'a pas remis en place un système qui permette de dégager des marges, excusez-moi, promettre tout cela, c'est bien gentil, c'est facile. D'ailleurs, ça a l'air malheureusement de marcher auprès d'un certain nombre de concitoyens qui n'attendent que ça, sauf que le mensonge sera terrible. La désespérance qui sortira de tout cela sera terrible parce que ça ne sera pas fait. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Mais l'école, le fait que tous les élèves sachent lire, écrire, compter, ça veut dire des postes? Ça veut dire des dépenses supplémentaires? Oui. Non, on maintient les postes. Les postes qui ont été supprimés, par exemple. Non, après, ils ont été supprimés. Après, il y a recueil. On peut. Donc vous validez la proposition, enfin la décision de Nicolas Sarkozy, suppression des postes. Non. La suppression des postes, vous êtes favorable? Celle qui a été faite. On ne valide pas la suite. Ce que dit François Bayrou par rapport à ça, c'est qu'il y aura maintien total des moyens de l'éducation nationale. Après, tout le monde sait bien que ici ou là, on a besoin de plus d'enseignants, plus d'adultes, ici ou là, dans certains secteurs, et parfois moins d'adultes, ici ou là, dans d'autres secteurs. Ça dépend des secteurs en difficulté. Pour le reste, nous serons extrêmement performants sur la notion de service civique volontaire. Alors, pour aller un peu plus loin par rapport à cela, sans être trop long, on va revoir avec ce qu'on appelait à l'époque le système des pions.
comment on remet des adultes en formation, donc des étudiants en formation, qui ont besoin d'un certain nombre de ressources, quelques points retraite par ailleurs en même temps, dans le cadre du service civique volontaire, qui seront de l'aide aux enfants en difficulté, qui seront de l'aide par rapport à l'ouverture des bibliothèques, qui seront de l'aide par rapport à l'ouverture des centres de documentation, qui seront en permanence, en personnel adulte, en aide aux enseignants et aux éducateurs. Laurent de Boissieu-Lacroix. Sur les questions de société, François Bayrou a évolué sur un point qui est l'homoparentalité, Oui. mais il s'était quand même donc favorable à l'homoparentalité, Oui. mais défavorable au mariage homosexuel. Ce qui n'est pas un peu ce qui ne va pas au bout de sa logique, Non. de son Écoutez, choix, de son évolution. alors on a eu plein de débats, puis c'est des débats transversaux aux partis politiques par rapport à tout cela. Il est pour l'égalité totale des droits des couples. Il a une notion. Certains disent que l'égalité, ce serait le mariage. Il a une notion. Écoutez, c'est comme ça. Sérieusement. Alors là, moi, je trouve que c'est ma position à moi, qui vit avec ma chère compagne depuis maintenant près de 35 ans, je ne suis pas marié, si vous voulez, je suis pacsé. Donc très bien, les gens veulent... La position de François Bayrou par rapport à ça, je la trouve symboliquement extrêmement forte. Égalité des droits, il n'a pas envie dans ce qu'il est culturellement, d'aller jusqu'au mariage. Enfin, c'est quand même pas une affaire. Il le dit précisément, il est pour l'égalité des droits d'un côté. Il n'a pas envie. Et est-ce que ça pose problème? Moi, en tous les cas, ça ne m'en pose aucun. François Bayrou veut éviter éventuellement la prison systématique aux primo-délinquants, comme il dit. Alors, c'est quoi les solutions qu'il propose alternatives? Bon, ça on voyait bien, c'était un problème d'éducateurs, d'éducation, de centres fermés extrêmement surveillés, où on prend en main des gamins qui sont en train de dériver. De qui on parle? De gamins dans 12-13 ans. Et ça existe malheureusement dans ces quartiers et ces cités en difficulté. Qu'on fasse le boulot nécessaire par rapport à cela. Et qu'on ne se retrouve pas dans la situation qu'on a vue malheureusement avec des crimes abominables, avec des enfants qui étaient laissés dans la déshérence la plus totale. Je pense aux histoires dramatiques du Chambon-sur-Lignon, où les parents de cette pauvre adolescente, mais les parents de ce pauvre adolescent, même si c'est un tueur et un criminel, se sont retrouvés dans une situation incroyable, où tout le monde, ah non, c'est pas moi. À un moment donné, c'est aux autorités de l'État d'être responsables par rapport à ça et de faire le suivi nécessaire par rapport aux gamins qui dérivent. Après, il y a des gamins qui dérivent dans la délinquance. Et après, bien plus compliqué, et le phénomène, non pas de délinquance là, mais le phénomène de maladie sérieuse, psychologique sérieuse. Vous avez entendu cela hier, il y a encore dans nos prisons, les gardiens de prison sont très mécontents parce qu'à un moment donné, ils doivent gérer plus d'un tiers de nos prisonniers qui sont en prison, sont des malades psychologiques, ce qu'on appelait des fous à une autre époque. C'est pas là qu'ils devraient être. Et en tout cas, les gardiens de prison ne sont pas faits pour être les médecins ou les infirmiers psychiatriques. Laurent de Boissieu-Lacroix. Autre sujet, l'immigration et particulièrement l'immigration clandestine. Que propose François Bayrou face aux immigrés qui sont en situation irrégulière sur le territoire? Est-ce qu'ils doivent être envoyés chez eux, et tous ou certains d'entre eux, ou faut-il régulariser, et si oui, sur quels critères précis? Régularisation sur des critères précis, c'est facile. C'est les critères de ceux qui se sont intégrés et qui travaillent. Et le travail. Ceux qui sont capables de prouver qu'ils sont là depuis 8, 10 ans, 5, 8, 10 ans et qu'ils ont du boulot. Écoutez, tout le monde le sait bien, combien de professions, BTP, saisonniers, hôtellerie, restauration, et je pourrais en citer pas mal, tournent, et c'est comme ça, c'est la vie. Donc comment on fait pour régulariser? Après, la gestion des flux migratoires est quelque chose d'indispensable, mais elle est extrêmement compliquée. Elle doit se voir évidemment au niveau de l'Union européenne, et elle ne peut se régler fondamentalement que sur une seule chose, l'aide réelle au développement des pays dont sont issus l'immigration. Après, il faut faciliter dans notre pays les allers-retours. Quand un immigré n'arrive pas à trouver du travail en situation illégale, mais qu'il a payé, qu'il a risqué sa vie en passant la Méditerranée et en risquant sa vie avec grand-mère, les enfants et toute la famille, tout ça, il n'est pas prêt de repartir. Parce qu'il aura la honte de sa vie, et puis il aura déjà dépensé $10 000, $12 000, $15 000 pour passer, au risque de sa vie. Si on est en capacité de dire, attendez, bon voilà, maintenant, il y a les retours possibles, c'est une solution. Voilà, après ça, bien évidemment qu'à un moment donné, il y aura des expulsions. C'est obligatoire pour des gens qui sont pas sur le territoire. Ça existe. En tous les cas, il faut par rapport à cela une pratique humaniste
totale. On est très loin de ça dans nos centres de rétention, notamment en France. Une dernière question, c'est Romain Masneau qui vous la pose. On parlait d'immigration, je voulais parler d'Europe aussi, l'Europe qui est assez absente curieusement de cette campagne. François Bayrou prône l'élection au suffrage universel direct du Conseil européen, du président du Conseil européen. Est-ce que ce n'est pas un peu utopique? Est-ce que vous imaginez des Français voter pour un Slovaque, un Chypriote? Ça, c'est... Oui, d'accord. Pour l'instant, c'est le cas. Hein. Nous n'avons pas un Slovaque chypriote, mais nous avons Monsieur Van Rompuy, qui est très bien, Madame. Suffrage universel, précisément. Donc, Non, mais ça, c'est pas utopique du tout de parler de suffrage universel. Après, est-ce que ça règle tout? Sûrement pas, mais moi, ça règle une question centrale, c'est qu'on connaîtra dans le monde entier qui est le responsable centrale de l'Union européenne. Parce qu'aujourd'hui, personne ne le sait. Moi, je sais à peu près, parce que je suis député européen, j'arrive à peu près à suivre. Mais enfin, il y a plein de présidents partout. C'est ce qu'avait répondu M. Barack Obama quand il avait été invité par M. Zapatero au sommet du G20 en Espagne. Il avait dit, mais je dois appeler qui? Quel est le chef? Il y avait tellement de gens à appeler que Barack Obama n'est pas venu. Passons. L'Union européenne est indispensable. Et si vous regardez bien, les seuls drapeaux européens qu'on voit dans les réunions publiques, c'est bien les drapeaux européens dans les réunions publiques organisées par François Bayrou. Notamment au Zénith, il y avait moitié de drapeaux européens. Ça ne règle pas tout de bouger des drapeaux. Ça montre simplement que le symbole européen et de construction de l'Union européenne, nous y tenons. C'est sur ces perspectives européennes que je vous propose de conclure. Jean-Luc Benamias, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous pouvez, je le redis bien entendu, revoir cette émission sur les sites respectifs de la Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO. La semaine prochaine, c'est juste avant le premier tour, donc nous recevrons 2 derniers candidats ou leur soutien pour cette campagne présidentielle. Très bonne fin de semaine et à très bientôt.